sur l'entraînement des écuyers qui se fait là-bas. Donc les écuyers sont équipés d'une tunique et d'une cotte de maille, qui est le camail qu'ils portent sur la tête. Et les hommes d'armes leur donnent les explications pour aller entrer en bataille. Donc là, ils s'entraînent contre un tronc d'arbre, qui est mieux qu'une personne. Ensuite, il y a les tirs d'archer. L'archerie est un métier qui est très très dur. On pouvait être arquebusier à l'âge de 14 ans, mais archer, il fallait 20 ans pour être un bon archer. On passe un peu toutes les machines de guerre, et ici on a des hommes d'armes qui donnent bonne explication sur l'arme du paysan, la piétaille comme on appellera ça au 15e. Les gens qui vont défendre les terres et surtout le bon seigneur. Parce que tout beau paysan n'aura pas grande fortune pour s'acheter une épée. Donc il transformera ses outils pour en faire des armes de guerre. Et là vous avez un échantillon de ces outils-là. L'Hippocrate est une boisson dont la recette remonte à Hippocrate, célèbre médecin grec, 5 siècles avant Jésus-Christ. Il fut le premier qui eut l'idée de mélanger des plantes et des épices à du vin pour en faire une médecine. Alors selon l'effet qu'on voulait obtenir, l'effet thérapeutique, on utilisait des vins blancs, des vins ambrés, des vins rosés, des vins rouges et différentes plantes médicinales. Cette recette serait rentrée en France à partir du XIe siècle par l'intermédiaire des croisés, à peu près en même temps que les épices. Et en Ariège, on a retrouvé la trace en 1389 où Gaston Trébus en a servi au roi de France à Mazères, où nous sommes actuellement, dans un château qui malheureusement n'existe plus. Alors la recette de l'Hippocrate, c'est une macération de plantes et d'épices dans du vin doux. Alors les plantes et les épices sont la girofle, le gingembre, la cannelle, la cardamome et les pétales de rose.
Ah oui. Suivi des hérons. Porte de bannière. Les redoutables armes de guerre de Phébus. Voici les pages. Suivi des consuls de Mazères. L'évêque de Pamiers. Les représentants des différentes communautés monastiques.
Viennent ensuite les plus nobles seigneurs de la cour de Phébus. Vivent maintenant les plus vaillants capitaines du comté. Roger d'Espagne, Ponce de Villemur, Corbéran, Loup de Foix, le vicomte de Castelbon, le vicomte de Pousseron, le vicomte Jean de Cardone, Roger Bernard de Navalès, Gaston de Comminges et le comte d'Astarac. Voici notre bon sire Gaston, comte de Foix, vicomte de Béarn, Marsan et Gabardin, chevauchant aux côtés de messire Froissart. Voici les saints qui protègent notre bonne ville de Mazères, Saint-Abdon et Saint-Sanin, gardés par les moines. Et voici les fous qui accompagnent tout spectacle de la cour. Suivis de tous les bourgeois de la ville. Les jeunes.
Voici le bon peuple de Mazères, heureux de participer aux réjouissances qui vont suivre. Descendez là, c'est pour les personnalités là, vous descendez. Non, c'est pour les personnalités là, là il ne faut pas y rester là. Il y en a deux derrière là. La ville de Mazères existait depuis fort longtemps déjà. Un tout petit village sur la rive droite de l'Hers. Quelques masures de paysans se serrant autour de la petite église Saint-Pierre et de son petit cimetière. En l'an de grâce 1129, une communauté de moines se fixe dans l'immense plaine boisée et inhabitée de la Boulbonne, au bord du Rognier, un ruisseau qui coule vers le nord et se jette dans l'Hers. D'abord bénédictins, ces moines se donnent 20 ans plus tard à l'ordre de Cîteaux. En 1200, leur abbaye est consacrée en présence du comte de Foix. Les comtes de Foix, d'ailleurs, dans les années à venir, ne cesseront d'accorder à l'abbaye de Boulbonne faveurs et protections. En un siècle, le monastère enregistre plus de 120 donations du fait de la générosité des laïcs qui donnent, pour le salut de leur âme, des nobles ou roturiers qui entrent en religion, les gants aux abbés de leurs biens. Terres agricoles, maisons, meubles, vaisselle, linge. Voici d'ailleurs Messire Ponce Vitalis qui vient demander d'entrer au monastère. Moi, Ponce Vitalis, avec l'accord de ma femme Pétronelle,
demande à Monseigneur l'abbé de bien vouloir m'accueillir dans cette sainte demeure où je désire vivre pieusement jusqu'à la fin de mes jours. J'apporte mon mobilier, mon linge et fais don à votre communauté de tous mes agriers du décimaire de Mazères, ainsi que des vignes entourées d'un enclos au-dessus de ma maison. Je vous accueille avec joie, mon fils, et vous bénis. J'accorde à votre épouse Pétronelle un dédommagement de 10 sous toulousains et de 8 setiers de blé à recevoir chaque année. Entrez, venez rejoindre vos frères. C'est par des dons comme celui-ci que les possessions de l'abbaye s'agrandissent. Elles arrivent même jusqu'au bord de la Méditerranée. Aidés de domestiques et de serfs, les moines de Boulbonne cultivent eux-mêmes leurs terres. En grandes robes blanches, les capuchons sombres, franchissant l'Hers sur des quais de pierre, ils conduisent les charrettes sur les chemins reluant des granges au monastère. « 1209. Des hommes prêchent dans nos régions une étrange doctrine. Ils invitent à abandonner le catholicisme pour ce qu'ils appellent la vraie religion. Le catharisme était né. » Arrêtez, braves gens. Écoutez-nous. Nous vous apportons la lumière. Ce monde dans lequel vous vivez est mauvais. Vous travaillez durement et pourtant vous recevez souffrance, maladie, injustice. Ce monde n'a pu être créé par un Dieu bon et juste. Il est l'œuvre de Satan. Le clergé lui-même roule dans la luxure et l'opulence. Le clergé lui-même est corrompu. Nos moines sont bons et justes. Ils vivent comme nous. Ils sont toujours prêts à nous secourir. N'écoutez plus ce qu'ils vous disent. Il faut sauver votre âme et ouvrir votre cœur à la véritable Église du Christ. Vous avez peut-être raison. Je ne renierai jamais la foi de mes pères. Pourquoi changer? Nos abbés et la Sainte Église veillent sur nous. Nos braves paysans, très liés aux moines de Boulbonne, écoutent, sans hostilité, mais sans grand intérêt. Mais la tragédie se préparait. Sur ordre du pape Innocent III et du roi, sous prétexte de chasser l'hérésie, une puissante armée envahit notre Médine. Presque tous les seigneurs sont dépossédés. Nous sommes les envoyés du roi. Nous sommes là pour remettre de l'ordre. Vous êtes tous des hérétiques. Nous sommes des catholiques. Nous sommes là pour défendre nos terres. Nous vous ferons avouer et vous finirez dans l'enfer du péché. Le sud flambe derrière vous, mais vous ne serez pas toujours vainqueurs.
soulèveront dans un seul cri, celui de la liberté. Les prisonniers ont été dénoncés par des voisins il y a déjà plusieurs semaines. Arrêtés, mis au secret. Ils ont été soumis à la question pour avouer leur hérésie. Ingestion forcée d'eau, les pieds soumis à la flamme ainsi que les cuisses et les jambes, les bras entourés de cordes serrées par torsion. Ils n'ont pas encore abjuré leur foi. Les voilà, ces hommes et ces femmes d'Occitanie, pourchassés par Simon de Montfort et les troupes françaises. Ils vont vivre la dernière étape de leur calvaire, le procès, qui ne peut qu'entraîner au minimum une pénitence ou de la prison, peut-être même la flagellation, l'exil, la confiscation des biens, l'excommunication ou la mort sur le bûcher. Nous, inquisiteurs de la dépravation hérétique, à la recherche de tous les infectés et suspects, avons pour mission de juger et condamner ceux qui ont bafoué notre Église. Qui es-tu? d'Hérode de Belle-Pêche, Hérétique? de la véritable Église du Christ. Au bûcher. Qui es-tu? Arnaud Amaury, simple forgeron. Hérétique? De la véritable Église du Christ. Au bûcher. Qui es-tu? Donata Dumas Sainte-Puelle. Hérétique? Non, catholique. On t'a vu parler avec les hérétiques. Mais je suis catholique. Tu ne les as pas dénoncés, ainsi que le recommande notre Saint-Père. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils n'ont causé aucun dommage et n'ont jamais blasphémé. Au bûcher. Mais je suis catholique, je suis catholique, je suis... Au bûcher, te dis-je. Et comme a dit Messire Simon de Montfort, tuez les hommes, Dieu reconnaîtra les tiens. Le monastère avait atteint un tel degré de prospérité matérielle, son rayonnement était si fort qu'il suscitait jalousie et même hostilité de ses voisins, laïcs ou religieux. Les moines de Saint-Antonin de Pamiers, les seigneurs et les abbés de Tramesailles revendiquent des biens, contestent des frontières. Les discussions tournent à l'affrontement avec récoltes brûlées, bétail volé, moines rossés et blessés. La ville franche de Mazères est née et va s'établir sur la rive gauche de l'Hers. Tout homme ou femme qui viendra habiter Mazères est assuré de rester libre, exempt de toute quête ou servitude. Ils devront rendre hommage et jurer fidélité à l'abbé du monastère et au comte de Foix. Chacun recevra un petit terrain où construire sa maison et aménager son jardin. Les rues sont dessinées. On va chercher le bois des charpentes dans la forêt de Boulbonne. Les galets au bord de l'Hers. On prépare des briques. On taille la pierre. On creuse des puits. La diffamation est un délit qui sera poursuivi. Un homme qui prononce des paroles outrageantes pour son prochain paiera 10 sous à la justice. Mais une femme coupable de calomnie ne paiera que 2 sous et 6 deniers. Si quelqu'un, dans un mouvement de colère, blesse un porc, des canards ou autres animaux,
il pourra s'en faire absoudre à l'amiable. Sinon, il passera en justice. Celui qui volera du raisin, des choux, des poireaux ou des gerbes paiera 15 sous. Et puis arriveront les reliques de nos grands saints Abdon et Saint-Nain, qui protégeront notre cité et sauront écarter les grands malheurs de la guerre et autres fléaux. Que tous ces marchands se présentent devant nous. Bien-aimé, Messire Froissart, les coteaux autour de Mazères fournissent une terre épaisse et lourde qui fait merveille pour les pots, tuiles et briques. Voici Raymond qui fournit en cruches, écuelles et gobelets toutes les tables de notre ville. Voici Adhémar et Roger qui fabriquent tuiles et briques de si belle qualité que notre comte ne veut plus qu'elles pour construire ses châteaux forts le long des Pyrénées. Ils vous présentent celui qu'ils ont construit à Mazères et dont ils sont si fiers. Et voici Bertin qui en a fait la charpente. Il est tout aussi expert dans l'art de fabriquer coffres, escabeaux et saloirs. Et Gauthier qui assemble tonnes, tonneaux et cuviers. Voici Gérard qui fabrique les chandelles pour éclairer nos maisons et de beaux cierges pour éliminer notre église. Voici les tanneurs qui ont installé leur atelier sur la rive de l'Ers. Ils préparent les pots pour faire courroie d'attelages et sandales. Voici Argan, notre savetier. Il sait assembler les cuirs pour faire les poulaines. Sa femme Emmeline coud les fourrures et façonne ses chauds mentonnés. Voici Arnaud le tisserand et son épouse qui filent la laine. Gauthier, le teinturier, et Jacquinot, notre maître drapier. Et maintenant, voici tous ceux qui veillent à garnir nos écuelles et remplir nos gobelets. Voici le marchand de grains avec ses sacs de blé, épeautres et métailles mûris au soleil de la plaine, et Raymond le meunier qui écrase le froment pour faire belle et bonne farine. Voici Élie et Bertuca qui pêchent dans l'Ers carpes et saumons. Voici Pierre qui cuit dans son four pain, tourte et pâté. Voici Roger qui fait commerce du vin. Guillaume et Urbain qui dans leur taverne régalent les dossiers d'un bon vin bien frais.
Ce sont les femmes qui façonnent le pastel haché pour en faire de grosses boules appelées cocagnes. Mais si on voit ça, entendez-les jacasser, qu'elles soient au champ, au lavoir ou dans la rue, elles ont toujours quelque chose à dire. Et bien sûr, ce sont leurs voisins ou leurs pauvres maris qui en font les frais. Regarde, Jeannette, elle prend son temps. Ces cocagnes fraîches, on va les arroser avec de l'eau pure ou, si la fermentation est trop lente, avec de l'eau croupie et même de l'urine humaine. Ce sont des hommes de grand savoir-faire qui surveillent cette dernière et mystérieuse opération, remuant sans cesse cette masse puante et bouillonnante. Quand elle sera à point, on la laissera sécher. Le feu brûle sous le chaudron. La granate, peu à peu, libère dans l'eau chaude son bel azur. Tel l'alchimiste transmutant en or les métaux vils, le maître teinturier surveille sa cuve.
ce satisfecit s'adresse aussi aux professionnels pour la qualité de leurs prestations. Mais celui que l'on doit le plus remercier, c'est vous, le public, puisque sans vous, aucun spectacle n'est digne de ce nom et aucun de nous n'aurait de rôle. Vous avez tous mérité, spectateurs, acteurs, bénévoles, professionnels et généreux donateurs, nos remerciements les plus cordiaux. de la région de Toulouse pour le revendre à des marchands d'Orthès. Ma foi, son commerce était de bonne aloi, et son escarcelle se remplissait de bons écus, sonnants et trébuchants. Les quelques malandrins qui tentaient d'attaquer les convois étaient prestement éconduits par les solides gaillards qui menaient les chariots. Tout allait pour le mieux, et chaque matin, le bon seigneur de l'Ordaille se levait le cœur en liesse. Mais, dans la triste journée d'un été frileux, tout changea. Le bien et le mal s'affrontent dans une lutte ancestrale, puissant dans la bagarre, vigueur et force bestiale. Mais bientôt, porté par un élan de hardiesse, le preux retrouve de ses ancêtres la belle noblesse.
sur laquelle vient se briser l'effroi et la fatigue. Asgaroth à vos pères, l'homme est là comme une digue.
sa vie de malfaisant.